André Bolduc, merci d'avoir accepté mon invitation sur le Game On. C'est votre host, William Rochefort. Aujourd'hui, on a un invité spécial, un coach de la Ligue canadienne, André Bolduc. Je commence tout le temps avec un petit intro pour introduire mes invités. Fait qu'elle va comme suit. André Bolduc, tu es le coach des running backs chez les Blue Bombers de Winnipeg depuis mars dernier que tu viens de signer. Ça fait maintenant 13 ans aussi que tu es coach dans la CFL. Tu as eu des postes importants chez les Alouettes de Montréal, les Rough Riders de Saskatchewan et l'année dernière avec Calgary, les Stampeders. Tu as aussi joué 6 ans comme running back et receveur dans la Ligue canadienne. J'ai gardé mon introduction court parce que je voudrais qu'on prenne le temps de parler de ton histoire. Encore une fois, merci André. Ça fait plaisir, Will. D'être venu sur le podcast. J'ai demandé à l'audience, à des joueurs, de te poser des questions. J'en ai sélectionné 5. La première question, c'est au moment du recrutement pour le draft de la CFL, selon toi, quelles sont les qualités essentielles que les coachs regardent pour percer dans la CFL aujourd'hui? Puis le joueur a rajouté par position. Ben, c'est certain que c'est par position parce que si je parle de moi, ma paroisse, les porteurs de ballon, par exemple, je suis là-dedans en ce moment-là. Donc, j'évalue les joueurs qui sont éligibles au repêchage. Puis, c'est pas seulement ceux qui sont allés aux Combines de la CFL en Saskatchewan. Il y a les Invitational Combines, donc il y en a 2 autres, où les gars peuvent s'inscrire, peuvent aller tester, puis se faire regarder. Mais on regarde aussi dans chaque équipe parce qu'on veut pas oublier personne. Moi, j'ai des contacts dans toutes les équipes. Je vais appeler des gars Western hier, par exemple. J'ai appelé le coach d'O-line que je connais bien. Il a joué pour moi pendant 5 ans avec les Alouettes, Sean Jamieson. J'ai dit, t'as-tu un centre arrière, un tight end qui traîne? T'sais, on n'en a pas, on en cherche. C'est une position, une denrée rare maintenant. Des gars qui sont grands, qui peuvent bloquer, qui peuvent courir, qui peuvent jouer ses special teams. Alors là, je réponds un peu à la question du joueur. À ma position, là, on veut des gars qui assurément peuvent jouer sur les unités spéciales. Là, on parle de porteurs de ballon canadiens, centre arrière canadien, tight end. C'est les gars qu'il faut qu'ils jouent sur toutes les unités spéciales. C'est les gars qu'il faut qu'ils soient capables de courir avec n'importe qui sur le terrain. Bloquer, évidemment, bloquer dans l'espace. Ça, c'est difficile. C'est une denrée rare aussi, là. Les gars le font de moins souvent possible. Et les porteurs de ballon canadiens, habituellement, sont partants dans leur équipe. Ils ont des bonnes stats, tout ça. Puis quand on leur pose la question, veux-tu jouer sur une unité spéciale? Ils vont répondre oui. Mais la question, c'est est-ce qu'ils sont capables? Alors, c'est là le défi pour nous de trouver ces gars-là parce qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont été partants, c'est correct, toute leur vie. Je pense à mes années ici, Pascal Fils, par exemple. Pascal Fils était le meilleur porteur de ballon dans la conférence Québec à ce moment-là. Il a été repêché par Edmonton. Il a essayé de jouer sur une unité spéciale. Sa carrière a duré 1 an ou 2 parce que c'était très difficile pour lui. Mais c'est normal, il ne l'avait jamais fait ici, il ne l'a jamais fait à Vanier avant, il ne l'avait jamais fait à Montréal non plus au secondaire. Donc, on regarde beaucoup de choses et chaque position est différente. O-line, ça va être autre chose. O-line, il faut que tu espères devenir partant dans 3 ans dans le développement normal. Tu sais. En moins 3 ans? Oui, idéalement. Là, tu peux amener un gars, il peut être sur l'équipe de pratique. L'année d'après, ça peut être ton 7e, ton 6e habillé. Mais la 3e année, on s'attend à ce que le gars il soit sur le terrain et joue. Alors, chaque position est différente comme ça. Et comme je te dis, en ce moment, moi, j'évalue, j'ai 7-8 porteurs tailback, vraiment, que j'ai rankés. Et puis, j'ai 4 centres arrière que j'ai rankés aussi. Et moi, je remets mes données, si tu veux, je les ai déjà remis aux scouts de Winnipeg, qui, eux, vont faire le travail pour le repêchage. OK, fait que dans le fond, toi, c'est vu que tu es le coach de position, toi, tu analyses les boys que tu veux. Exact. Après ça, tu donnes ça aux recruteurs, qui c'est vraiment leur job de recruter. Exact. Ils vont nous dire où mon gars se retrouve dans notre finale ranking. Donc, si on a une chance de l'avoir ou pas, selon nos besoins. C'est vraiment le fun. On a accès à tout. Moi, chez nous, avec mon ordinateur en ce moment, on a des réunions, oui, pour faire le playbook Winnipeg, mais on travaille par nous-mêmes. J'ai accès à tous les films universitaires canadiens. Donc, c'est ce que je fais le matin. J'ai tout regardé ça. Des fois, je vais voir, tu sais, un porteur de Western, par exemple. Je vais regarder les matchs plus contre Ottawa, contre Queens, de meilleures équipes. Je ne regarderai pas 2 matchs contre York. Ça ne me donne rien de voir que le kid il a couru pour 450 verges. Là. Je veux voir quand il joue contre de l'opposition qui est meilleure, comment il réagit. Et j'aime ça regarder le match au complet.
pas les highlights. Mhm. Envoyez-moi Ah ouais, pas de highlights. Ça donne rien. On regarde pas les meilleurs jeux d'un gars. Moi, je veux voir, c'est-tu un gars qui joue pendant 60 minutes, 65 snaps? C'est ça que je regarde. Ah, ça, c'est intéressant. Ben oui. Ça veut dire, est-ce que tu penses que les gars passent trop de temps à faire le highlight? Ben, si c'est pour... je pense à Thomas à Laval, mon fils. Il s'est fait un highlight à la fin, mais c'est pour lui. Ouais, c'est ça. C'était pas pour me l'envoyer. Ça, il savait. Tu sais, on regarde des matchs, nous, on regarde pas des highlights. C'est le fun à voir avec la petite musique, tout, mais c'est pas ce qu'on recherche. C'est cool, ça, je savais pas. La deuxième question, c'est mettez-vous l'emphase sur les résultats du Combine quand vient le temps de prendre une décision. Est-ce que le Combine peut avoir un gros penchant sur qui vous allez repêcher ou les gens même qui sont undrafted? C'est seulement pour les comparer. Donc, au moins, là, j'avais 6 tailbacks. J'ai regardé les 6-40 pour voir tout le broad jump, le saut en hauteur. Juste pour voir cette journée-là, qui a eu des bons tests. Mais après ça, je regarde le film de match tout de suite. Alors, je peux te dire que ceux qui ont le mieux testé aux Combines, porteurs de ballon cette année, c'est pas les meilleurs porteurs. J'en ai ranké dans le top 2, il y en a un qui court 4-8. Là. Donc, ça n'a pas d'importance si tu es capable de jouer au foot. Le game speed, c'est dur à expliquer, mais ça se voit. C'est quelqu'un qui joue vite. On dit un game speed, c'est pas comme un 40. Un 40, tu peux aller en ligne droite, personne ne te touche, personne ne te dérange. Alors, il faut vraiment se référer au film pour avoir une meilleure idée. C'est quoi la différence du niveau du jeu, mettons, universitaire et professionnel? Qu'est-ce que je vais aller par là, c'est est-ce que aujourd'hui, avec le football qu'on a au Canada, est-ce qu'il y a des athlètes qui sont vraiment prêts, en sortant de l'université, à starter dans la CFL? De moins en moins, mais il y en a encore. Évidemment, à chaque année, il y en a qui sont prêts à jouer. Devenir partant, c'est un gros défi. Je pense à Chris le Beaulieu de Laval, qui était partant en BC cette année. Je lui lève mon chapeau. C'est vraiment pas facile de devenir safety partant pour une équipe, comme Canadien. La marche est très haute. Donc, les défensifs sont solides. Les coordonnateurs défensifs, je te dirais, sont vraiment solides. On est obligé de game-planer à chaque semaine. On ne peut pas faire un jeu 2-3 fois de suite. Même dans un match, c'est risqué d'en faire un 2 fois. Parce que la vitesse de jeu, les joueurs vont reconnaître tout de suite l'émotion. Puis, tu peux le faire, mais tu n'auras pas le même résultat que la première fois, c'est certain. Je te dirais qu'au niveau des carrières, la marche est très, très haute. Je sais qu'il y a beaucoup de bons Canadiens cette année qui sortent québécois aussi, mais la marche est haute. Je me souviens d'Hugo Richard qui était venu il y a quelques années aux Alouettes. C'est difficile. Il avait joué un petit peu dans un match hors concours, puis ça va vite. Les demi-défensifs, ils peuvent jouer avec toi, ils peuvent cacher la couverture, puis au dernier moment, tu sais, plein d'affaires qui font que c'est très difficile. La plus grande différence, à mes yeux, c'est les rush ends, les quick. Donc, les pass rushers, toutes les équipes ont des machines de guerre. Là. Tu regardes les rosters, toutes les équipes en ont 2 au moins qui sont l'équivalent de All-Star. La plupart du temps, c'est des Américains, sauf Betts. Donc, Betts, c'est un des meilleurs dans la ligue. Mais il est allé au Lyon pour quelques mois pour les bonnes raisons. Là. C'est un gars qui, à mes yeux, aurait pu jouer dans la NFL. Mais il y a de très bons pass rushers et c'est la grosse différence. Il faut que le ballon sorte. Les carrières ne peuvent pas hitcher, ne peuvent pas taper sur le ballon 2-3 fois parce que la pression s'en vient. Et ça, c'est une des grosses différences aussi. C'est intéressant que tu me dises ça parce que justement, je regardais une vidéo qui parlait... c'était vraiment comparer NCAA des divisions 1 avec la NFL. Puis c'était un carrière, je pense que c'était Kyler Murray qui disait ça. Okay. Puis il disait, moi, où je vois vraiment la différence, c'est avec les D-end. Les gars sont énormes, puis ils sont autant athlètes que les running backs, là, que les backers qui sont là. Je suis d'accord. Moi, je trouvais, quand j'ai fait un camp de la NFL quand j'étais jeune, les linebackers m'avaient impressionné. Les gars étaient 6'4". 2,40 puis quoi, aussi vite que moi. Tout de suite, là, je savais que j'avais pas ma place là-bas là, en une demi-journée. Mais et dans la CFL, dans la Ligue canadienne, c'est vraiment les quick, les end, les pass rushers. Au niveau de la D-line, là, à l'intérieur, ça se ressemble. Il y a des gros gars universitaires canadiens qui sont capables d'arrêter l'attaque au sol. Mais dans la Ligue canadienne, le pass rush est différent. Tu as parlé de moins en moins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le sens qu'il y a de moins en moins de joueurs qui sont prêts
à cause de... le cap salarial augmente à chaque année. Donc, si on a un besoin immédiat dans une équipe, on peut signer un agent libre pour aller chercher exactement ce qu'on veut pour avoir le partant. Alors que tandis que si on repêche dans les 3 premières rondes pour avoir un partant, on n'est jamais sûr. On ne le sait pas si ça va marcher avec le camp. Alors, quand tu fais ça, quand tu investis sur un gars, tu l'amènes, il devient partant. Là, tu peux repêcher un jeune puis le mettre derrière comme backup puis apprends. Apprends pour voir si tu es le prochain. Alors, les équipes, ils passent par ces 2 chemins-là. Tu peux repêcher... je regarde, si tu fais le tour des rosters en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont repêcher en première ronde pour dire on cherche un garde partant. Les équipes ont toutes au moins 2-3 gardes qui ont d'expérience dans chaque équipe. Mais si tu amènes ce garde-là, puis il cause une surprise et il y a des blessures, ben là, il peut se faufiler puis devenir partant pour quelques matchs. Ça arrive à chaque année. C'est arrivé à Toronto avec le kid du Villarreal l'année passée. À sa 2e année, 2e camp, est devenu partant, puis il y a eu beaucoup de playing time. Ça, c'est super. Ça, c'est de l'argent en banque pour un jeune. Oui, c'est ça, exact. Puis j'ai l'impression que les programmes essayent plus aussi... c'est une façon de construire à long terme aussi, là. Mais c'est là que tu vois le business side du sport. Hein. Long terme, c'est, je te dirais, moyen terme, parce que les contrats d'agent libre, c'est 2 ans. Fait que si tu repêches un bon kid, puis 2 ans comme backup, puis sa 3e année, ton investissement de repêchage, là, devient payant. Ce gars-là devient partant. Je pense à Mittal l'an passé. Mittal était sur le 6 game, manqué beaucoup de matchs, a été blessé. Il est revenu au bon moment, il est redevenu en santé pour les séries, puis il a connu une fin spectaculaire. Ouais. Bon, si je suis Toronto en ce moment, j'ai pas besoin de chercher un agent libre canadien puis dépenser. Je l'ai. Le kid est à l'interne, c'est Mittal, c'est mon 5e receveur canadien. Aucun problème avec ça. Et là, je vais peut-être penser à repêcher un gars pour être son backup, en sachant que s'il se blesse, il faut que je le remplace quelques matchs. Alors ça, c'est une façon de penser à court terme. Et à moyen terme, c'est plus agent libre. Pour jumper là-dessus, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre les talents CFL et la NFL? Oui et non, mais tout est différent à mes yeux. Puis ça fait longtemps que j'en parle. Le terrain, 4 essais. C'est sûr qu'à la télé, tu regardes ça, ça a l'air vite. Le terrain est tout petit. Il faut le voir en vrai pour le réaliser. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le faire. J'ai eu la chance d'y aller. Tu vois, c'est un sideline. Ça joue sur des pouces. C'est surprenant quand tu vois vraiment la largeur du terrain qui est 53 verges au lieu de 65. C'est toute une différence. Le nôtre est 150 avec les end zones. Là-bas, c'est 120. That's it. 100 puis 10-10. Alors, 120 puis 150 au total, il y a une grosse différence. Fait que quand tu vois ça, tu dis, bon, est-ce que lui pourrait jouer dans la NFL, sideline to sideline? Ben, on a la preuve. C'est arrivé dans le passé que des joueurs canadiens sont allés là-bas, devenus partants, puis ont eu des carrières. Donc, ça dépend des positions aussi. Il y a des linebackers là-bas qui ne pourraient pas jouer dans notre ligue parce que le terrain est trop grand. Le running back qui fait un swing pass du côté large, il y a beaucoup de terrain à couvrir. Oui, c'est ça, il se fait outspeed direct. Exactement. Les receveurs, je te dirais que c'est plus facile, la NFL, venir ici. Ils ont de la difficulté avec le running start au début, le waggle. Quand ils commencent à comprendre ça, ben, avec la vitesse qu'ils ont d'habitude, ils sont corrects. Pour finir avec la 5e question, pour sortir du sport, justement, c'est quoi tu fais dans le fond durant l'off-season pour, j'aime pas le mot décrocher, mais tu sais, juste te changer les idées du football? Totalement décroché, je dirais, décembre, novembre, décembre. Là, quand ça termine, moi, je suis à l'extérieur, je reviens à la maison, puis c'est aller dehors, monter des montagnes avec ma blonde. On fait beaucoup de hiking, donc toutes les fins de semaine, on se tape des gros défis. On en fait des plus gros de plus en plus. Nice. M'occuper des ados, je dirais plus enfants. Là. Donc, je vais à Québec voir Tom. Je passe du temps là-bas. On les reçoit beaucoup. On fait des soupers. Donc, puis c'est les playoffs de la NFL. Fait que je dirais pas complètement décroché, là. Décembre, c'est là que je me raccroche un peu à NFL. Puis j'écoute ça, mais pour le plaisir, pas pour analyser. Puis on fait souvent un voyage en décembre pour Noël et tout ça. Ensuite, janvier, ben ça recommence. Donc, moi, je suis extrêmement discipliné. Donc, je fais 3 heures de foot tous les matins par moi-même.
Donc, c'est mon développement professionnel. C'est sûr, on a des réunions là, avec Winnipeg. Officiellement en mars, mais j'ai commencé le 1er février. Donc, on a commencé à refaire en ligne le playbook au complet. Donc là, on a terminé. Il va se faire imprimer bientôt, mais on l'a refait. C'est un exercice que toutes les équipes font la plupart du temps. Ça, c'est le fun. Et le reste du temps, mettons qu'on se réunit lundi, mercredi, vendredi, le mardi, jeudi, je prends le 3 heures pour moi. Donc, évaluation, évidemment, du draft. Mais je regarde ce que j'ai fait l'an passé dans le run game les dernières années. Je vais comparer, je vais ressortir du vieux stock que le monde a oublié. Donc, on fait une auto-évaluation qui est assez solide aussi pour rester à jour. Ah, c'est cool. Fait que tu prends vraiment le temps de te réanalyser aussi par toi-même. Comment tu coaches tes gars puis tout. Absolument, il le faut. Tu sais, c'est pas tout le temps facile. Là. Je veux dire, on cherche de la stabilité. Je l'ai eu au début, super chanceux. 5 ans ici à Sherbrooke, 10 ans à Montréal. Alors moi, je pensais que c'était ça, coacher. Tu sais. On l'oublie un peu. Là. Et puis là, c'est ma 3e équipe en 3 ans. Donc, je recherche la stabilité. C'est ce que je souhaite le plus. Par contre, si ça n'arrive pas, pour toutes sortes de raisons, qu'il y a des changements sur le staff, tout ça, il faut que tu restes actif. Donc, il faut que tu offres tes services. Puis, il faut que tu saches ce qui se passe dans la ligue aussi, utiliser tes connexions. Et là, c'est ce que je fais depuis 2 ans. Passe des entrevues. Donc, c'est des entrevues en ligne. C'est du solide. Tu as le GM, le head coach, puis aussi qui te pose des questions. C'est du foot. C'est ce que je connais de mieux, probablement, ça, puis mes enfants. Mais c'est des grosses entrevues, habituellement. Ça ressemble à quoi, habituellement? Quel genre de questions que tu peux te poser? Commence par toi-même, ton background, famille. Pourquoi ça n'a pas marché ton dernier endroit? Puis ils se parlent entre eux. Là, tu peux pas mentir. Il faut que tu dises ce qui s'est passé. Puis chaque situation est différente. Sask, ils ont cleané le staff. Ils ont recommencé à zéro. Là. Tu dis, Caroline, c'était quoi on n'est pas chanceux à ce moment-là. Puis des questions de foot. Protection à 6. Comment ça marche pour toi? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce que tu connais le mieux, mais qu'est-ce que tu aimerais faire aussi? C'est pas tout le temps ce que tu as fait, ce qui est mieux. Qu'est-ce que tu pourrais amener à l'équipe? Ah ben oui, toutes sortes. Vous faisiez les choses comment à Calgary, par exemple? J'ai eu cette question-là cette année, dans une semaine régulière. Il faut que tu passes jour 1, 2, 3, 4. Ça reste ça le foot. C'est day 0 jusqu'à jour 4, qui est day before. Puis on a du travel à travers ça là, dans CFL, beaucoup, qui est le fun, qui resserre les liens, puis qui est important pour les joueurs aussi, là. Donc, c'est toutes sortes de questions comme ça, puis j'haïs pas ça, honnêtement, passer ça en entrevue-là. J'aimerais maintenant qu'on parle de ton parcours, parce que tu as un parcours qui est assez impressionnant. Honnêtement, j'ai fait pas mal de recherches, puis, tu sais, pour ceux qui vont écouter ça, ils ne sauront pas, mais moi, je suis un très bon ami à ton fils, Raph Bolduc, mais, puis, c'est en faisant des recherches que j'ai remarqué que, comme, Colin, c'est le fun de voir que le père d'un de mes bons chums ait autant de succès dans une ligue, dans notre ligue de football au Canada. Fait que je voulais qu'on prenne le temps d'en parler de ça. De où ça part le football? Comment tu as commencé? Pourquoi tu as commencé le football? De où que ça part, André? Moi, Lac-Saint-Jean, donc on était à Alma. On jouait au hockey, c'était le sport et tout ça. Puis nous autres, en secondaire 1 et 2, on avait 2 écoles différentes. 1 et 2, tu as un endroit, 3, 4, 5, tu as l'autre. Et 1 et 2, on jouait au touch. Donc, c'était le touch. Si tu voulais faire un sport d'automne, tu avais le droit d'aller à l'extérieur, jouer au touch. Puis on coachait les filles qui faisaient du flag football. Alors, c'était quand même le fun. Mais en secondaire 3, le football contact commençait. Je peux pas dire que je connaissais ça. J'avais vu des matchs avec mon père un peu. On allait au Janois dans ce temps-là, qui était l'équipe du cégep. Et c'est ça, mes chums, c'est mes amis, ils étaient tous un peu plus vieux, ils jouaient déjà eux. Fait que j'étais allé à quelques matchs, puis ils m'ont dit l'an prochain, t'embarques avec nous. On a hâte. Donc c'était spécial. On avait 4 équipes dans la même polyvalente. Alors ils faisaient un repêchage, ils nous divisaient en 4 fois 25. On pouvait jouer both ways, on pouvait faire n'importe quoi. Donc, on jouait un contre l'autre toutes les fins de semaine. Il y avait des matchs. Puis il y avait une équipe de Dolbeau aussi. On jouait dépendamment des circonstances. Des fois, on allait à Dolbeau. Des fois, ils venaient pour faire des matchs intra. C'était dans le Lac-Saint-Jean parce que Dolbeau faisait partie
cette circonscription-là. Donc, on a joué les matchs comme ça. On faisait la Coupe Lindsay à la fin de la saison. Ah, c'est cool. Donc, ma première année, on a gagné la Coupe Lindsay, tout ça. Ça s'est bien passé. Deuxième année, je me suis cassé un poignet. J'étais devenu carrière. Donc, j'avais lancé beaucoup avec mon grand frère et tout ça. Puis que ça a commencé comme ça. Donc, carrière, tout ça. On avait... l'équipement était désuet, les terrains, les lignes et tout ça. Alors, moi, j'avais envie de voir autre chose. J'ai vraiment tombé en amour avec le sport. Fait que je suis parti en Beauce. Jouer midget en secondaire 5. Donc, on a... Attends, en secondaire 5, t'es parti toute seule? Avec un ami. Mon chum, ami? Luc. En secondaire 5, t'as dit, moi, je m'en veux. J'étais QB, fait que j'ai amené mon plus gros line, Luc Thériault. C'est bon, mon meilleur O-line, il a joué D-line aussi. Là. On est parti en Beauce, ils nous ont mis en pension chez les policiers, puis ils payaient, il y avait l'aide à la pension dans ce temps-là pour le sport. Et c'était midget 3. Donc, on jouait contre des équipes de Montréal, c'était le fun, on se faisait voir, il y avait de l'exposure attaché à ça. Donc, super belle expérience. On est revenu à Noël pour graduer, finir secondaire 5. Puis là, évidemment, les équipes nous avaient vus. Donc, les deux, on était à la Victo. Okay. Donc, première année, 11-0 Victo, bol d'or inclus. Comme carrière recrue. Luc, évidemment, j'ai amené mon line avec moi pour vivre ça. Donc, super expérience. Et là, suite à ça, là, j'ai eu de l'intérêt pour les équipes universitaires américaines. Donc, mes entraîneurs ont poussé pour Syracuse. Fait que moi, je me suis rendu à Syracuse pendant l'été. Donc, j'ai fait l'équipe. On avait commencé les pratiques, mais j'ai échoué les tests d'anglais parce que je ne parlais pas anglais. Donc, SAT test, TOEFL, tout ça, j'ai tout essayé. Et je suis retourné à Victo, un peu fâché, et puis pour avoir une autre saison parfaite. Mais on a perdu en série cette année-là. Là. Mais c'est ça, j'avais manqué mon expérience à Syracuse, puis ça m'avait fâché un peu que la langue me bloque. Je me disais, il va falloir que je règle ça. J'ai pris des cours supplémentaires d'anglais à Victo. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas Laval, il n'y avait pas Montréal. Si je voulais jouer universitaire au Québec ou au Canada, il fallait que je parle anglais. Là. Donc, j'avais une décision à prendre. Dans ces années-là, on parle de quelle année? 88, 89. Puis... Fait que c'est ça, c'est que... Laval n'était pas là encore, Montréal non plus, exact. Les Carabins n'étaient pas venus. C'était McGill ou Concordia, Bishop. Bishop recrutait beaucoup à Victo. Fait que ma première, c'était Glenn Constantin qui était là. Nice. Qui était à Biche. Mais Laval est venu le chercher, évidemment. Jacques Chapdelaine aussi, là, donc ils sont venus chercher les bons coachs pour lancer leur programme. Mais à ce moment-là, c'est ça. Je me suis ramassé à Concordia parce que Pat Sheehan, quand lui voyait que Bishop était très actif avec Victo, il s'est déplacé puis il est venu nous rencontrer à Victoriaville souvent. Donc, il venait à des matchs, il parlait français, ce qui était vraiment surprenant. Donc, Pat Sheehan m'a mis en confiance pour aller faire mon bac en géo là-bas, dans le but d'enseigner. C'était ça mon plan, devenir enseignant, cégep puis coach au foot. Ça, c'était mon premier plan de base jusqu'à l'université, où Jerry McGrath a été une belle influence pour moi. Là. Jerry McGrath était coordonnateur offensif. Puis il m'a coupé après une journée de camp carrière. Donc il m'a dit, on avait des bons vétérans. Puis lui, il m'a dit, tu joueras jamais carrière, tu vas aller receveur. Fait que j'étais allé receveur. Puis après cette saison-là, il m'a dit, si tu m'écoutes, tu vas jouer pro. No way. Ouais, il avait vu quelque chose que moi, je connaissais pas ou je savais pas à ce moment-là. Il m'a dit, tu vas perdre du poids, faut que tu prennes un peu de vitesse, puis les mains, t'es good. Fait que je l'ai écouté à la lettre. J'ai perdu... à Victo, on faisait beaucoup de musculation, on ne courait pas. C'était une autre philosophie. On était très physique, mais on ne faisait pas de track. Alors, j'ai changé un peu ma façon de m'entraîner, puis perdu 10-15 livres, je me suis mis au track, puis tout a bien été ensuite. Ah ouais, fait que, dans le fond, juste pour rewind un peu, le coach de concours il est venu à Victo. Oui. Fait que, est-ce que tu conseillerais, pour mettre plus pour les coachs, mettons, collégiaux ou peut-être même universitaires, est-ce que parce qu'aujourd'hui, les coachs, ils se déplacent quasiment plus, à part pour les matchs. Tout est en ligne. Exact, tout est en ligne. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait recommencer à faire?
Je pense que oui. Je pense que ça devrait rester... tu sais, tu as eu Kevin Régimbal ici comme invité. Kevin, je l'ai recruté pour venir à Sherbrooke. J'étais descendu un lundi soir d'une tempête de neige. On est allé à la cage au sport écouter le Canadien. Je savais que Kevin est un grand fan des Canadiens. Puis moi, j'écoutais le hockey beaucoup. J'aime ça. On a parlé de hockey toute la soirée. On a eu du fun, on a mangé. J'étais allé le porter chez eux. Quelques semaines après, je l'ai amené au camp de printemps ici, puis il s'est commis après la pratique, live sur le terrain. Là, c'était vraiment un beau moment excitant. Kevin est devenu capitaine ici, 4 ans pour moi, puis il a joué pro, il a gagné une Coupe Grey en Saskatchewan. C'est un parcours assez... et il est devenu entraîneur-chef à Sherbrooke. Donc, c'est un beau parcours et je suis fier de ça. Mais c'est comme ça le recrutement. Il faut que tu aies un contact humain. Oui, il y a beaucoup de magie électronique maintenant. Ça joue un grand rôle, mais il faut que le côté humain reste à mes yeux et c'est important. Il faut que tu aies envie de jouer pour quelqu'un, à mes yeux. Il faut qu'il y ait un courant qui passe, puis il faut que ça dure. C'est pas juste une semaine. Il faut que tu aies du fun pendant 4-5 ans. Puis après ça, tu te fais des amis pour la vie. Là. Mais oui, la réponse, c'est le contact humain est très important. Pat Chien, il venait dans la salle de poids avec toi, il nous regardait nous entraîner. Puis il essayait de parler français, il nous posait des questions. Oui, il y a eu la rencontre quand il était assis, puis il parlait à tout le monde. Mais après ça, il est venu nous voir individuellement, puis moi, ça m'avait accroché. Pas besoin de te dire, Pat Chien, on s'appelle, on se texte encore à chaque mois. Il était coach à Calgary pour les Dinos, donc il venait à nos pratiques cette année. Fait qu'après chaque pratique, j'allais le voir, lui donner la main. On ne sait jamais combien de temps ces contacts-là vont rester dans ta vie. Puis c'est aussi, c'est des contacts de sport, puis moi, c'est ce que le sport m'a apporté, c'est ça, c'est que tous les gens que j'ai rencontrés dans le sport, dans ma carrière... Influencés. Exact, ils m'ont influencé à quelque part, je les ai influencés à quelque part, puis je sais que ces gens-là, vu qu'on a traversé quelque chose ensemble, ben, peu importe, à n'importe quel moment, on va être capable de se reparler, puis on va être content de se reparler. On va être là pour toi, puis exact. Toi aussi, tu vas être là pour eux. C'est donnant-donnant. Puis, pour justement rejumper ce que tu disais avec ton coach qui est venu, moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve qui aurait un impact. Moi, je suis une personne comme ça, j'aime ça avoir une discussion avec les gens en personne. Je trouve que ça l'amène tellement le côté humain, puis c'est une chose que j'ai remarqué aussi en faisant le podcast, c'est que en tant que joueur, on passe beaucoup de temps à regarder où on veut jouer. Mais je pense qu'on ne prend pas assez de temps pour regarder pour qui on veut jouer. Dans le sens que j'ai commencé à faire de la recherche sur les coachs que j'ai reçus, puis honnêtement, ils ont toutes des carrières vraiment impressionnantes. Ils ont tous des CV différents. Chacun a leur propre histoire. C'est ça. Puis moi, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que ça... Il faut que tu regardes pour qui tu vas jouer aussi, pas juste le programme, le gars qui va te coacher, qu'est-ce qui peut t'amener lui aussi. Absolument. Puis, c'est une des choses qui m'a vraiment... Le résultat, c'est quelque chose. Oui, gagner, c'est important. Ça te garde motivé. Monter un programme, c'est autre chose. C'est aussi motivant. Je regarde ce que les gars de Champlain veulent faire à McGill cette année. C'est juste un exemple. Il y a eu une vague, tout le monde l'a vu, là, de gars de Champlain qui sont allés à McGill. J'ai hâte de voir. McGill ne gagnera pas 12 games cette année, là, mais ces gars-là sont là pour les 4 prochaines années. Exact. C'est sûr que ça va payer. Il y en a qui vont être là 5 ans, mais la plupart, c'est des bons étudiants. Donc, 4 ans, ça va payer à un moment donné. Ça, comme coach, j'ai hâte de voir ça. C'est sûr, dans 3 ans, je ne parlerai pas de ça à ma blonde quand je vais regarder le résultat de McGill, mais comme coach, tu sais ces affaires-là, puis tu le suis. On sait ce qui se passe, surtout au Québec. Là, je sais ce qui se passe un peu plus partout au Canada maintenant, mais notre concentration, c'est dans notre cours. Là, je veux savoir, puis j'aime ça, savoir ce qui se passe au Québec. En revenant sur Concordia, le breaking point qui t'a dit, OK, je pourrais aller jouer pro, c'est vraiment ton coach qui te l'a dit. C'est quoi qu'il voyait que tu voyais pas? Je connaissais pas la ligue universitaire. Je pensais pas devenir partant ma première année. Encore une fois, j'ai souvent eu de la chance, là, je le dis souvent. On avait 5 bons receveurs, on avait 3 bons QB. Moi, j'apprenais au camp ce qui se passait. Puis, on a eu des blessures demi-défensifs. Et on a un demi-défensif qui s'est fait tester positif, donc suspendu pendant 4 ans. Donc, on a pris notre Z, qui était Marc Montreuil. Il est devenu corner partant.
Donc, ça a ouvert le poste de Z pour moi. Z, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est wide out du côté large du terrain. Alors, tu sais, je veux dire, j'ai commencé ma carrière là, c'est là que tu as le moins de ballons possible, mais au moins, j'étais partant, j'ai eu du playing time. Exact. Marc Montreuil, 2 ans après, a été repêché par les Chargers de San Diego. No way. Donc, dans la NFL. Moi, je suis allé dans la CFL, mais Mark est allé dans la NFL. On s'entraînait ensemble, c'était mon partner d'entraînement. Fait qu'on passait nos étés ensemble à faire des 1 contre 1. Puis, pour nous deux, ça a marché. Là. Donc, c'est ça. Quand je dis chanceux, c'est ça. Tu sais, on n'aurait pas espéré avoir de blessures demi-défensifs, mais on en a eu. Et pour lui, ça a ouvert une porte. Il était vite à la base. Puis, il avait des mains so-so. C'est plate, là. Puis ça a fait un demi-défensif extraordinaire. Donc, il a joué, il a été partant pour San Diego comme dime pendant quelques années. Puis, il a fait des interceptions au Monday Night Football, je me souviens bien. Ah ouais, ça c'est Ouais. hot. Mais tu vois aussi, c'est un coéquipier de Concordia. Ben justement, c'est là que tu vois que t'es entouré des personnes. Il y a une raison aussi pourquoi les deux vous êtes rendus au bout. Je veux pas. Si lui a joué. Ouais, exact. Tu t'entraînes avec des gens qui veulent juste te pousser plus. Absolument. Puis... On courait à McGill l'hiver, on n'avait pas de track à Concordia. Donc, on courait l'hiver à McGill et l'été, on s'entraînait, on faisait des rencontres. Nice. En 93, tu as fait partie de la Dunsmore Team. Oui. Est-ce que c'est... Ben, quand on parle de Dunsmore Team, on parle-tu vraiment de la Coupe Dunsmore en 93? Oui, du Québec. Okay. C'était la même coupe. Donc, on a gagné le Québec. Puis ensuite, on a commencé les séries. On a commencé à Toronto contre Toronto, je pense. Je me souviens bien. Est-ce que tu as déjà gagné une Coupe nationale, une Coupe canadienne? Vanier? Non. Non. On ne s'est pas rendu. On a perdu contre Toronto en demi-finale. Fait que c'était notre chance cette année-là. J'aimerais que tu me parles de ton repêchage. Je sais que tu as été undrafted. Est-ce que comment tu l'as vécu, toi, le passage au professionnel? Tu t'es entraîné pas mal, tu nous as dit, mais as-tu fait tes combines? Ben, je vais t'expliquer. Il y a eu 2 choses importantes. Moi, je faisais des sessions d'été parce qu'à la base, je voulais faire mon bac en 3 ans. Okay. Je voulais, parce que Marc s'en allait dans la NFL, je voulais, cette année-là aussi, je voulais accélérer mon bac pour pouvoir avoir des décisions à prendre ma 4e année. Mais vu que j'avais fait beaucoup de crédits, mon nom est tombé dans le draft ma 3e année. Et personne ne le savait. Dans le temps, il fallait que tu retires ton nom si tu ne voulais pas qu'il soit là. Alors maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Ce n'est pas par rapport au crédit. Fait que eux avaient regardé mon nombre de crédits, ils avaient dit « Ah, OK, fini, lui. » Il m'avait mis dans le draft. Puis comme ça, ma 3e année, moi, je ne suis pas allé au Combines, personne ne le savait. Donc, ma 4e année, j'étais agent libre. Donc, je suis tombé automatiquement agent libre. Fait que je négociais, souviens-toi, les Alouettes revenaient en 96. Je parlais avec Ottawa, mais Calgary était intéressé aussi. Donc, il fallait que j'attende le lendemain du repêchage pour signer, comme règle. Donc, je n'avais pas le droit d'être dans le repêchage, mais j'étais agent libre à partir de minuit ce soir-là. Donc, le lendemain du repêchage, j'étais allé en auto à Ottawa parce que c'était eux les plus sérieux. Puis c'était eux avec lesquels j'avais la chance de jouer le plus rapidement possible. Tu sais, il y avait un plan pour moi. Fait que ce que j'ai fait, je suis allé à Ottawa, j'ai signé agent libre. Boum, signé mon contrat. Aïe, aïe. Est-ce que c'est toi qui as géré tout ça de A à Z? T'avais-tu un agent? J'avais pas d'agent, mais Jerry McGrath m'aidait. Ah, OK. Nice. C'est Jerry qui faisait les appels. Lui, il a sorti les rosters des 3 équipes. Il a regardé les receveurs canadiens, les vétérans, tout ça, puis il a dit « Tu t'en vas à Ottawa. » Ah, c'est cool. J'étais partant à 14 games à Ottawa. Fait qu'il avait raison. Aïe, aïe, c'est mal. J'ai joué 11 matchs comme receveur, puis 3 matchs comme porteur de ballon. No way. Est-ce qu'il y avait une raison? En fait, y avait-tu une position que tu préférais entre receveur et running back ou tu faisais juste jouer ou c'était capable de jouer? J'avais jamais joué running back. C'était ça un peu la... Ah ouais, c'était ça la joke? Ben, c'était pas la joke, c'est arrivé par hasard. Donc, ceux qui connaissent le foot, ils croiront pas l'histoire, mais c'est contre Toronto, Skydome. J'étais 5R, donc 5e receveur. On est en situation de passe, puis il colle un jeu au sol. Tout le monde brise le caucus, tout le monde s'en va. Je suis porteur. Je suis dans le backfield. Je peux pas prendre le carrière et lui dire « Hey, écoute, t'as fait une erreur. » Donc, je me suis placé backfield. J'ai commencé à prendre les portées. C'était 7, 8 verges de la shot. Ils ont rembarqué mon fullback qui était de Montréal, Sean Daniels. J'ai dit « Sean. » J'ai dit « Faut qu'il me rotate. » J'ai jamais joué tailback. Puis il est parti à l'arrière puis il m'a dit « On est good, suis-moi. » Donc, j'ai terminé le match tailback parce que l'autre, il était banged up. Il n'est pas revenu au jeu. Et de fil en aiguille, la semaine d'après, j'ai vu le depth chart. J'étais tailback pour le match.
Puis là, je disais à Sean, mon fullback, est-ce que je dois dire au coach que j'ai jamais joué? Puis il me disait, ben non, c'est pas le temps. Tu sais, fais une semaine de préparation, puis joue. Aïe, aïe, Alors, c'est malade, comme ça que ça s'est fait. J'ai fait 3 matchs comme ça. On a battu Montréal. Donc, Montréal était à Ottawa. Le match était local. J'étais partant en tel, puis on a battu Montréal. Fait que ça, c'est un bon souvenir. Ma blonde était là, les gars. J'avais une couple de gars du lac qui étaient descendus dans mon O-line, que je te parlais tantôt. Ils étaient venus voir le match quand ils ont su que j'étais partant. Donc, c'est un hasard. J'avais jamais joué. Je me souviens, Jacques Dussault m'interviewait avant le match, puis il m'avait dit, André, je me souviens pas que tu as joué porteur à Victo ou à Concordia. J'ai dit, moi non plus, Jacques, je m'en souviens pas. C'est bon. Puis, c'était jamais arrivé. Donc, j'avais pris une coupe de reverse, comme tout le monde, là. Mais porteur, j'avais pas de souvenir de ça. J'ai toujours été carrière. Aïe, aïe, c'est tombé. Je dis pas que ça a été facile. Non, exact. Mais j'ai fait la job. That's it. C'est vraiment nice. Est-ce que tu as une histoire de quand tu es arrivé là-bas, tu étais signé, boum, le lendemain, mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il y avait un gars de promotion là-bas, communication. Donc, j'ai fait les écoles francophones du coin de Hull pendant l'hiver. Fait que je descendais les fins de semaine pour être là le lundi. Donc, mon entraînement s'est poursuivi comme d'habitude. Je courais à McGill avec Mark, tout ça. J'allais faire des écoles le lundi, mardi. Puis je revenais chez nous m'entraîner le reste de la semaine. Fait que le camp a commencé au mois de mai. Puis c'est ça. Après 2 games hors concours, ils m'ont dit « Trouve-toi un appart ». Ah, nice. Fait que j'ai fait... ma blonde graduait de l'UQAM aussi. Donc, elle est venue à Ottawa me rejoindre. Puis on s'est loué un condo. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis... Est-ce que quand tu es arrivé pour pratiquer, puis dans les premières games que tu as eu les premières expériences, est-ce que tu as eu comme un moment de réalisation? Y a-tu, mettons, un moment où tu t'es dit comme, genre, OK, ce gars-là, genre, c'est un big boy ou genre... Ça allait vite. Ouais, c'est ça que tu as remarqué, c'est que ça allait vite. Tout allait vite. Tu sais, j'essayais juste de survivre, apprendre le playbook, m'occuper de mes jambes pour être capable de courir le lendemain. On avait un camp de recrues d'1 semaine. Fait qu'après 1 semaine de camp, les vétérans sont arrivés. Quand j'ai vu les vétérans, j'ai dit, voyons, ils sont bien trop bons. J'ai pas ma place ici. Ben oui, j'avais les jambes sores, j'étais plus capable de courir. Ces gars-là volaient sur le terrain. Après 2-3 jours, ça s'est replacé. Là, on a eu le match hors concours. Premier match hors concours, j'ai eu 11 catchs. Parce que j'ai joué 3 quarts. Fait que, tu sais, j'ai joué beaucoup, puis j'ai eu des catchs de 2 verges, puis j'ai eu des 2-point conversions. Tu sais, tout s'est passé, ces matchs-là. Et le deuxième match, c'était au stade olympique. Ma famille est venue. Tu sais, j'ai fait descendre tout le monde du lac parce que j'ai dit, c'est peut-être mon dernier match. Tu le sais pas. Fait que j'aimerais ça que vous soyez là. Fait que j'avais comme 30 personnes avec des t-shirts Bolduc. Puis c'était vraiment le fun. Je pense que j'avais eu 7 catchs, puis un 2-point conversion encore parce qu'on y allait tout le temps pour 2 dans ce temps-là. Fait que un bon petit match au stade, c'était vraiment le fun. Et puis, après le match, le lendemain, ils ont coupé un vétéran receveur canadien. Donc, James Ellington, qui était le gars de 7-8, le vétéran, là, ils l'ont coupé. Là, j'ai vu ça dans le journal, j'ai dit, d'après moi, j'ai une shot, tu sais. Puis tout de suite, ils m'ont appelé, ils ont dit, trouve-toi un appart. Ah, nice. Fait que ça, c'était bien le fun. C'était plate pour James, c'était un bon gars, c'était un bon mentor. Puis il est resté parce que c'était la voix de l'équipe à la radio. Ah, nice. Il est encore en communication, puis c'est un bon Jack, là. C'est une bonne personne, je le vois de temps en temps encore. Tu as joué 6 ans dans la CFL. Ouais. C'est quoi que... pourquoi t'as arrêté après 6 ans? Tu t'es-tu blessé? Oui, blessure. Quand j'ai eu 32, j'avais le fascia plantaire déchiré. Donc, ma 4e année avec les Alouettes, en série, mon fascia a déchiré un petit peu. Puis il nous restait un match. Donc, ils m'ont shooté à cortisone pour que je joue. Puis tu sais, ça a brisé les fibres permanente. Là. Je veux dire, ça n'a pas aidé. Là. Ça a dégelé pour le match. Là. Ça a gelé pour le match, ça a désenflé, mais ça a fait des dommages. Donc, en février-mars, je n'étais pas capable de courir encore. Et j'avais l'offre d'emploi pour les Carabins coordonnateurs offensifs. Fait qu'eux attendaient ma décision, puis moi, j'essayais de courir. Fait que c'était ça. Puis le trainer des Alouettes, il a dit, je pense pas que tu vas être capable de faire le camp avec ça. T'sais, ça a traîné, cette blessure-là. Puis des fois encore, j'ai encore mal, des fois, si je m'échauffe pas comme il faut. Ouais. Donc, décision de rentrer au Carabin coaché à cause de la blessure. C'est quoi que tu as le plus marqué en tant que joueur dans ces 6 ans-là?
L'apprentissage de tout parce que je suis devenu affamé de connaître les systèmes. Donc, quand j'ai appris Tailback, je suis rentré au niveau de la protection. J'ai adoré ça. Je suis devenu maniaque de comprendre les protections. Ah ouais. Quand je suis venu à Sherbrooke, je me suis dit, il faut que j'apprenne ce que les O-line fassent. C'est ma seule lacune. Je veux savoir qu'est-ce que les gros, c'est quoi le vocabulaire. Puis quand j'ai eu ce bagage-là, j'étais prêt à coacher pro. J'étais prêt à continuer. Puis je le savais que j'avais un knowledge solide pour pouvoir coacher à n'importe quel niveau. Aïe, aïe, c'est vraiment nice. Fait que, justement, t'avais déjà signé avec les Carabins comme aussi. Ouais. Ça a été comment de jumper directement comme coach? Tu passes, je sais que tu as joué pro, là, puis tu comprenais la game, là, mais comme tu t'en vas quand même jouer tu t'en vas quand même coacher universitaire. Là. C'était un apprentissage. J'étais très proche des gars. J'étais encore un teammate, si tu veux. Là. J'étais vraiment proche des joueurs. Si je voulais parler à un gars, j'allais dans le vestiaire m'asseoir à côté. J'allais voir mon QB dans le vestiaire. Je l'appelais pas pour dire « passe à mon bureau ». J'étais encore un moitié joueur, je te dirais. Puis ça s'est bien passé, c'était super fluide. Ce qui n'était pas évident, c'était nous, on était à Sainte-Julie, puis là, être au Carabin tôt le matin, sortir tard le soir, c'était un casse-tête géographique pour la famille qui était presque invivable. Là. On était rendu à 4 enfants, on venait d'avoir les jumelles. Là. OK. Donc, non, excuse, on venait d'avoir Raphaël. Okay. J'avais eu Raphaël juste après le camp d'entraînement. Donc là, ça commençait à être difficile pour ma blonde, puis on voulait d'autres enfants. Fait que c'est ça qui a rendu un peu l'histoire des Carabins un peu plus difficile. Mm-hmm. Comment, après ça, tu as eu l'offre pour le Var-et-Or. Comment ça s'est passé, ça, le processus de passer de Carabin vers le head coach de Sherbrooke? J'ai coaché à Montmorency avant. Donc, j'ai fait... oui, c'est vrai, j'ai fait mon mot. Je suis allé me chercher de l'expérience d'être coach avant. Je voulais... au Carabin, bon, j'étais aussi, puis je me suis dit, si je retourne au cégep, j'aimerais ça contrôler un peu. Fait que là, j'ai eu mes 2 bonnes années. Entraîneur-chef, coordonnateur offensif, puis coach des receveurs. Fait que là, tu contrôles ton pass game, tu calls les jeux, puis tu contrôles l'équipe, les horaires, tout. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Donc, j'ai amené les nomades au Bol d'Or pour la première fois d'histoire. Ça, c'était drôle un peu. J'étais allé voir le directeur des sports. On avait fait du film ensemble, puis il me disait « Qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer notre équipe? » Je regardais l'équipe, puis je me suis dit « Honnêtement, je pense qu'on va aller au Bol d'Or. » Il est parti à rire. Puis il a dit « On n'est jamais allé au Bol d'Or. Comment tu peux dire ça? » J'ai dit « Je regarde votre O-line. » Le porteur de ballon, c'était Guillaume Sénéchal. Sénéchal, il a joué à Laval pendant 5 ans après. Je regardais les receveurs. Ils étaient tous 6-4. J'étais là, cette offensive-là peut rouler du monde là, pendant toute l'automne, si tu veux. Fait que j'avais dit, on va être solide, honnêtement, si tous ces gars-là reviennent. Là. Puis effectivement, on était extrêmement solide en attaque. Là. On courait, tomber à 4 essais. Là, quand tu es créatif un petit peu au niveau de l'attaque au sol, là, tu peux être très solide. Puis moi, je m'amusais à pas botter souvent. Je n'aimais pas ça botter. Ouais. Je n'étais pas un grand botteur. Donc ça a été super. 2 belles années avec les nomades, vraiment, jusqu'à temps que là, le poste ouvre à Sherbrooke. Puis tu sais, des timings de poste universitaire, il n'y en a pas beaucoup. Là. Ça ouvre pas souvent, fait que c'est souvent des contrats de 4-5 ans. Glenn est là depuis forever. Fait que quand tu as un poste qui ouvre, il faut vraiment que tu portes attention pour voir si tu as le goût de le faire. Puis, en t'en venant à Sherbrooke, c'est là que tu as décidé de déménager. Oui, c'était inclus. Ma blonde, là c'est vrai, ma blonde avait eu les jumelles. Donc, elle était en congé maternité, c'était certain. Le timing était bon. Moi, mes premières communications ont été avec Alain Lapointe. Alain m'avait coaché à Victo. Fait que, encore une fois, des contacts. Je faisais confiance à Alain. Il est venu à Sherbrooke dîner. On a eu des bonnes discussions avant que j'applique sur le poste de ce qui se passait ici. Puis c'était quoi ma marge de manœuvre? C'était quoi que je pouvais pas faire? Parce que c'est sûr, tu veux amener tes couleurs, mais tu veux pas froisser du monde non plus. Fait que j'avais beaucoup de choses à faire attention. Un des objectifs majeurs était de faire rayonner le programme. Donc, rayonner, c'était amener des gars pros, se faire respecter,
aller en série, gagner des matchs de série. Tu sais, j'avais des mandats très clairs en venant ici. Puis on en a atteint plusieurs. Ouais, j'ai vu que tu as quand même un palmarès quand même impressionnant avec Sherbrooke, surtout pour t'es amené première fois en playoff. Puis tu as eu quand même des saisons quand même assez victorieuses. Là. C'était-tu des années avec Jérémy Rock? J'en ai eu une seulement. J'ai Jérémy, son année recrue. Son année recrue, on a été 7-2. Donc, on était quand même là, sur la bonne voie là, d'aller dans la bonne direction. Mais tu vois, tu parlais, dans toutes les histoires que tu racontes de ton parcours, il y a tout le temps une personne à quelque part que tu as rencontré, un contact. Le monde est tellement petit, puis surtout dans le football, surtout quand tu regardes au Québec, là, à force de parler avec des gars, j'ai remarqué que tout le monde se connaît. Ouais. C'est important d'avoir une relation. C'est une business, j'ai toujours dit ça à ma blonde, c'est une business de rapport personnel. Faut que tu sois capable de gérer du monde, puis rentrer en contact avec du monde. Nous, chez les pros, on peut amener un joueur à un endroit où il n'aurait jamais pensé être. Je pense à William Stenbach, qui a été MVP de la Ligue sous mes ordres. Will est un gars insécure, qui n'a pas beaucoup de mémoire, il ne prend pas attention aux détails, mais on a réussi à l'amener à un endroit incroyable parce qu'il m'a fait confiance. Pas juste sur le terrain, en dehors du terrain. Il a divorcé, il avait un bébé, il vivait des choses incroyables l'année qu'il a été MVP. Et il faut que tu sois capable de connecter avec ces gars-là. Et d'un autre côté, si tu peux détruire ces gars-là non plus, juste en corrigeant un film, si tu es trop sévère. Il y en a qui n'ont pas cette carapace-là pour endurer la correction. Fait qu'il faut que tu fasses attention comment tu corriges. Faut que ce soit positif. Toujours. Si tu travaillais avec moi, tu entendrais le mot positif tout le temps. C'est comme ça qu'il faut que ce soit fait. Sans ça, tu perds les joueurs. Ils ne joueront pas pour toi. Ils ne delivereront pas pour toi si tu es trop rough avec eux. Et je le vois. Les coachs autour de moi qui ont été trop... qui ont dénigré les joueurs, ça n'a pas rapporté. Là. Ça n'a pas porté fruit. Okay. C'est vraiment intéressant que tu parles beaucoup de la relation que tu amènes. Est-ce que tu penses que l'expérience que tu as comme coach, parce que je veux pas, t'es père de 4 enfants, ce côté-là, justement, tu te dis que tu comprends ce que les gars ils vivent. Est-ce que tu penses que c'est le penchant d'un jeune coach, mettons, qui coach dans une ligue, peut-être? Une grosse ligue comme la CFL. L'expérience de vie aide. Si je coachais à Alvaréas cette année, je serais bien meilleur que j'étais dans le temps. T'sais. Je suis satisfait de ce que j'ai fait. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est certain qu'il y a des choses que je ne referais pas pareil. T'sais. L'expérience de vie, à mes yeux, est importante. Puis c'est pour ça que coacher, tu n'arrêtes pas à 52 ans, dire « Oh, je prends ma retraite, c'est fini ». Non, au contraire, c'est là que tu commences à avoir des bonnes années. C'est drôle, tu parlais de contact. Tu vas rire. À Winnipeg, là aussi, c'est Jason Hogan. Donc, Jason Hogan, c'est un coach québécois, tout ça, mais lui, il était avec les Alouettes, il était quality control avec nous quand j'étais là-bas. Donc, c'était notre jeune coach à qui on disait tout quoi faire. Puis, tu sais, Jay, on est venu vraiment chum, là, parce que tu passes du temps ensemble. Puis je le connaissais avant. Son père coachait à Grasset, quand moi, j'étais à Momo. Fait que je connaissais coach Hogan depuis des années. Aïe, aïe. Hogan, tu sais, c'est lui qui a amené mon nom pour Winnipeg. Il était à mon entrevue. Il m'a posé des questions pendant mon entrevue. Fait que, oui, le monde est petit, t'sais, et là, on travaille ensemble. On refait le playbook de Winnipeg ensemble. Puis, c'est un solide coach. Là, il va coacher les receveurs. Puis, moi, je vais avoir les running backs. On a un coach des QB. Mais c'est ça les contacts. Il faut que tu restes en bon terme avec tous les gens que tu côtoies. Comment que t'es passé coach universitaire à coach professionnel? J'ai pris un an off, donc faut que je te remette en contexte. Ici, à l'université, il y avait beaucoup de changements. Okay. Beaucoup de changements. Donc, il y avait des changements à la direction. Et quand la direction change à l'université, les objectifs changent. Puis le sport était plus... C'était pas le numéro 1, c'était pas le numéro 5, mais la recherche était importante. Tout est important, c'est tout à fait normal. Nous, on avait 2 voitures, le Varéard, pour recruter. On avait beaucoup de choses qui sont importantes à nos yeux. Puis certaines de ces affaires-là étaient questionnées. Donc, les budgets étaient coupés. Il y avait des trucs qui commençaient à changer. Malgré le fait qu'on disait dans le journal qu'on voulait battre Laval puis Montréal, par en arrière, c'était plus ou moins vrai. T'sais. Et moi, j'avais
j'avais... tu mets beaucoup de temps là-dedans. On avait les 4 enfants, la pression de la famille à la maison et tout ça. Fait que j'avais besoin de prendre un petit pas de recul. Puis à ce moment-là, j'ai senti, hey, Alain, je suis pas le gars pour poursuivre, faire plus avec moins et ces choses-là. Le speech, je l'avais fait. J'avais fait tout ce que j'avais à faire. Et je trouvais que c'était le moment de laisser ma place pour que quelqu'un continue la montée du programme après 5 ans. Souvent, le changement, c'est bon. Moi, je me disais, ça va être bon. Jérémy avait une bonne relation avec Dave Lessard. Fait que c'était important de les voir travailler ensemble, ces deux-là. Puis, that's it. J'ai pris l'année off. Mais l'année off, en novembre, Jim Pop m'a appelé des Alouettes. Fait que Jim Pop, qui était le GM pour qui j'ai joué. Et Jim m'a offert les receveurs pour l'année d'après. Puis là, tu sais, je n'ai parlé à Patricia, mais je n'ai pas demandé la permission vraiment parce que j'ai dit à Jim que je prenais vraiment 1 an de congé. Il fallait que je respecte ma promesse de rester à la maison un petit peu, faire autre chose, puis me reposer, m'occuper des enfants, qu'il y ait une routine qui s'installe et tout ça. Donc, j'ai pas... Jim m'a rappelé en février. Il m'a dit, les meetings commencent. Je te fais la même offre, mais c'est la dernière fois. Là, j'ai dit non, Jim, je vais prendre la saison off. Donc, j'ai pris cet automne-là et Jim m'a rappelé en novembre. Donc, après leur saison, puis il m'a dit, bon, t'as pris ton année, c'est good, tu t'en viens. Puis j'ai dit oui. Là, Patricia était d'accord. Puis là, j'ai débuté pro avec les Alouettes en 2013. Fait que ça a été comme ça. C'est quand même fou qu'il y ait vraiment... C'était toi qui voulais... Ben, Jim cherchait un francophone bien impliqué ici, bien respecté, qui avait l'expérience du coaching pour coacher à ce niveau-là. Puis ça, il le savait là, parce que il repêchait mes joueurs. Benoît Boulanger, fullback. Ils ont repêché plein de monde des Alouettes, du Vert et Or pour nous faire confiance. Puis il savait que les gars étaient bien coachés aussi ici. Il savait ce que j'avais fait ici. Puis c'était un bon... Là, il restait à déterminer quelle position j'allais avoir. J'avais assisté à une unité spéciale. Puis là, je n'étais plus avec les receveurs. J'ai commencé avec les running backs. Ce qui était bon pour moi. Là. Ça, j'ai apprécié ça. C'était dans ta carrière de coach dans la CFL, ceux qui n'ont pas encore fini, mais c'est quoi le moment en ce moment, à ce jour, qui t'a le plus marqué en tant que joueur? En tant que coach, excuse-moi. Comme coach, beaucoup de choses. Il y a des positifs puis du négatif aussi. Ma saison en Saskatchewan, mon frère est décédé pendant la saison. Fait que c'est une histoire qui est complètement capotée. Mon frère du Lac, qui est représentant Yamaha, il est venu à Vancouver pour le travail. Donc, puis il est venu me voir jouer à Vancouver. Fait que ça arrive jamais, c'est un hasard parce que la date fixait tout ça. Puis après le match, on a passé du temps ensemble, c'était vraiment le fun. Quand il est retourné au Lac, il est décédé d'un accident d'auto. Fait que moi, c'est l'appel que tu veux pas avoir là, au travail. Là. Je pense que c'est ma blonde qui m'a appelé après la pratique. Matin à 10h, on sortait du terrain, puis fait que j'ai eu l'annonce. Fait que ça a été tough parce que là, j'étais en saison. Il restait 2 matchs. Donc, ils ont repoussé un peu les funérailles. Je suis resté pour un match, mais après ça, je suis parti. J'étais allé aller-retour pour les funérailles et tout. Fait que ça a été tough. Je te dirais que ça me fait réfléchir beaucoup de ne pas être là, pas être à la maison. Combien de temps je vais faire ça? Je suis tout le temps loin. Je manque beaucoup de choses. Je manque des mariages d'été. Tu sais, quand tu te mets à tout... Puis après ça, tu te dis, bon, c'est mon travail, puis je vais continuer et tout ça. Mais ça avait été tough. Le off-season avait été aussi un peu tough parce que tu remets tout en question. Là, je me disais, pourquoi on travaille autant? Ça donne quoi? Il a travaillé toute sa vie, puis il meurt à 56 ans d'un accident d'auto. Fait que ça avait été vraiment difficile. Puis il y a eu des hauts. Je parlais de William Stenback tantôt, MVP de la Ligue. Ce petit gars-là, quand il est arrivé à Montréal, il courait même bras, même pied quasiment. Là. Tu vois le genre d'athlète que c'était. Il était 2,30, 6,2. C'était un tank. Mais au camp d'entraînement, on n'était pas sûr de le garder. Là. Puis moi, je disais à la direction, donnez-moi du temps avec. Donnez-moi 1 mois. Donnez-moi 2 mois. Fait que la première année, il a joué Special Teams pour nous. La deuxième année, il est venu partant. La troisième année, il était MVP.
Fait que, Aïe, ça, c'est aïe. des histoires tripantes. C'est ça, je veux gagner la Coupe. Montréal, on s'est rendu souvent demi-finale, quart de finale, demi-finale. Winnipeg, ça fait 3 ans de suite qu'ils vont à la Coupe. Donc, je me dis que là, peut-être les chances sont un peu plus de mon côté. Mm-hmm. Et la Coupe est à Winnipeg cette année. Ah, ça va être le fun. Grosse année. Ouais. C'est une grosse année, puis ça met de la pression sur Jason. Fait que je suis content d'amener mon expérience pour aller supporter Jason là-dedans, pour dire, regarde, ça va bien aller, on en parle à chaque meeting, là, on va être good. Là. On a un bon QB, une bonne ligne, bon porteur, on a une bonne défensive, tu sais. On devrait être correct. Les équipes aussi doivent investir pas mal plus quand ils savent que c'est chez eux la coupe. Là. Tu sais, je parle, chaque équipe investit autant, mais quand c'est chez toi en plus... Tu vas rire parce que BC, l'année passée, la coupe était à BC, ils ont dépassé le cap salarial de 350 000. Donc, ils ont perdu 2 choix au repêchage. Fait qu'ils ont perdu leur premier first round cette année, puis le deuxième round aussi. Fait qu'ils ont perdu 1 et 2. Première ronde, deuxième ronde. Fait que ça coûte cher. BC a tout mis les chances de son côté. Quand Betts est revenu de Détroit, ils l'ont signé. Quand Rourke est revenu de la NFL, le QB, ils l'ont signé. Fait qu'il y avait 2 QB partants. Il y avait le meilleur D-line de la ligue. Tu sais, ils ont détruit le cap. Là. Ils se sont dit, on va à la coupe, puis ça n'a pas marché. Malheureusement, Winnipeg les a sortis, évidemment. Ouais, fait que ça, c'est un exemple de oui. Winnipeg, on ne l'a pas fait en agent libre. Moi, là, on s'est gardé beaucoup de sous. Fait que si, pendant la saison, on a beaucoup de blessures, on va avoir une marge de manœuvre pour remplacer ces gars-là avec des gars de qualité pour garder le même rythme. Alors, c'est un peu la philosophie. Ça ressemble à quoi le cap salarial dans CFL? Bonne question. Ils viennent monter encore, mais une couple de millions. Il y en a assez. C'est sûr, tu payes ton QB. Ton partant, il faut qu'il fasse entre 3 et 600. Là. Ça, c'est sûr. Ton backup, 150, là, un bon solide. Puis après ça, tu distribues ton argent comme tu veux avec tes partants, les positions que tu choisis. On parlait de pass rush. Mathieu Betts, le meilleur, le plus haut salarié de la ligne défensive. Jusqu'à maintenant encore. Il y a des receveurs. Eugene Lewis, qui est bien payé. Porteur de ballon. Oliveira à Winnipeg, qui était MVP l'an passé. C'est un des bons salariés. Fait que faut que tu distribues ton argent avec les gars, mais il faut que tu penses aussi, s'ils se blessent, c'est qui tes backups. C'est aussi important. C'est un jeu d'échecs. Ouais, c'est ça. C'est le jeu d'échecs. Ben oui. Tu peux jouer au GM là, online si tu veux. C'est tough. Là. C'est pas facile. Faut que tu penses à tout. Est-ce que vous avez un contact souvent avec le GM? Il est tout le temps là? Il m'a appelé une fois à date. Je veux dire, quand j'ai signé, il m'a félicité. Mais Carl Walters, à Winnipeg, j'ai joué contre. Fait qu'on on s'est battu sur le terrain, sur les unités spéciales pendant 4 ans. Lui était à Hamilton, puis Montréal à Hamilton. C'était une grosse rivalité. Fait que quand il m'a appelé, on faisait juste les salutations d'usage. Là. Hey, merci, bienvenue. J'ai fait, oui, on se voit bientôt. Je vais être là à la fin du mois. Là. Donc, je vais aller le voir à son bureau, mais on les voit de temps en temps. Là. Est-ce que... comment ils sont organisés, Winnipeg? Est-ce qu'ils ont des grosses facilities avec des bureaux puis les headquarters? Ouais. Puis, c'est un stade qui est à peu près 5-6 ans. C'est nul. Oui, c'était le Investor Field qui est devenu... ils ont changé de commanditaire. Là, c'est Pièces d'Auto, une compagnie de là-bas. Donc, les bureaux sont dans le stade. C'est tout c'est weight room, place pour plyometrics, la course. C'est bien installé. Les nouveaux stades sont solides. Là. Sask, Winnipeg, Hamilton, presque partout, il y a des stades neufs. Là. Est-ce que Montréal, c'est un peu différent? Mais... Stade olympique, c'est plus vieux. Ils ont fait une bonne job avec la salle de muscu quand même. Il y a des endroits pour faire les workouts de ballon et tout ça. C'est dans le sous-sol du stade, donc beaucoup d'espace. Là, si tu veux de la place, il y en a en masse. Le vestiaire, ils font une bonne job aussi. Puis un terrain de pratique à proximité. Puis des fois, ils vont à Saint-Léonard aussi, où il y a un terrain là-bas. Pour finir sur ta carrière de coach, c'est quoi, comment tu as vu le jeu évoluer dans la CFL quand tu as commencé? Ben, tu as joué aussi, fait que, depuis que tu as commencé à jouer à aujourd'hui, c'est quoi les... Et Colin, ça a changé jour et nuit, je te dirais. Couverture homme-homme, ça n'existe plus. Là. Dans mon temps, moi j'ai fait ma carrière à Concordia avec des corners.
C'était man-to-man. Je courais des corners. Il n'y a personne qui était capable de me couvrir. Puis je faisais le catch. T'sais, neige, pluie, n'importe quoi. C'est sûr que c'est un catch, c'est un first, c'est un TD. Maintenant, la couverture homme, tu ne vois plus ça. Fait que les équipes ne veulent plus donner de gros jeux. Fait que nous, on est dans un air de quarters. Il y a beaucoup de cover 4. Toutes sortes de cover 4. Ah ouais. Des fois, c'est quarter, half. Donc, tu as 2 quarters d'un côté, tu as un half de l'autre, en plein milieu. Le look, ça se ressemble tout le temps pre-snap, mais tu as tout le temps 3 ou 4 en haut pour enlever les gros jeux en sorte de zone. C'est souvent zone, là, je te dirais 80% zone. Le man, maintenant, c'est du cover 2. C'est si les équipes jouent man, ils vont avoir un shade, puis ils vont avoir too high en haut, c'est sûr. C'est plus jamais un. Ça n'existe plus parce que les QB vont tout de suite lancer les fades. Ouais, c'est ça. Donc ça a changé beaucoup. Ce que ça fait, ça ouvre la course pour nous parce qu'il y a souvent quelqu'un de moins dans la boîte. On a des boîtes à 5 dans le CFL, beaucoup. Boîte à 6 de base, mais tu le vois souvent pre-snap, le wheel va sortir. On a beaucoup de boîtes à 5, mais ils ont besoin de ça pour faire le quarter. Si tu as 4 gars en haut, tu en as moins en bas. Donc ça, je te dirais, il y a une dizaine d'années. Les quarters ont commencé. Fait que là, tous nos super tracés, tu sais, les 4 verticales, là, avant, tu t'amusais avec ça, on lançait le seam. Des seams, on n'en voit presque plus. Avec les SAM, tu sais, les SAM dans notre ligue, c'est des DB. Et là, les wheels, c'est rendu des DB aussi. So, on a vu la tendance depuis 5 ans. On n'a plus de wheel avec des neck rolls. Puis c'est rendu des gars super athlétiques qui sont capables de couvrir beaucoup de terrain. Si tu te souviens, on a rapetissé les hash marks dans CFL. On a ouvert un peu le weak side. Donc, les wheels ont rapetissé tout de suite les 3 dernières années. Puis sont beaucoup plus athlétiques. Fait qu'ils sont impliqués dans le coverage. C'est pour ça que je te dis, souvent, pre-snap, ils vont sortir la boîte. Tu as une bonne idée que c'est cut. Oui, mais ils peuvent faire plein de choses avec ça. Le wheel peut monter high. Ils sont assez athlétiques pour faire plein de choses. Ah ouais. Donc, ça a changé, je te dirais, couverture défensive. Donc, ça a rendu le travail des QB beaucoup plus difficile. Donc, les receveurs qui avaient juste du speed avant, ben maintenant, il faut qu'ils soient capables de ralentir dans les zones, être plus smart, lire le jeu, savoir que tu as une influence sur les high guys. Tu ne peux pas changer ton tracé pour être ouvert s'il faut que tu influences un high guy. Fait on recherche des gars qui connaissent la game maintenant, beaucoup plus que dans le temps où on voulait le plus vite. Ouais, c'est ça. C'est une affaire aussi que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus... c'est un peu de comprendre la game. Ils cherchent le gars intelligent aussi. Absolument. Pour suivre les systèmes, on n'a pas le choix. Le Calgary, c'était très, très relevé. Trop relevé des fois. On avait des erreurs en fin de match parce que les gars qui suivaient moins pendant la semaine, ben, c'est eux qui nous faisaient mal au game. C'est ça qui est... Je sais pas si c'est tant différent de la NFL pour ça, mais j'ai regardé une entrevue de Tom Brady qui disait que, tu vois, moi, quand je suis arrivé dans la NFL, c'est Tom Brady qui dit ça, quand je suis arrivé dans la NFL, fallait que tu arrives, tu apprennes le système que l'équipe avait. Fallait que tu grandis dans le système, puis fallait que tu fites dedans. Puis, pour lui, ça a marché, mais il dit que l'évolution de la CFL, c'est la NFL, lui, il trouve qu'aujourd'hui, c'est il s'adapte au QB. Exact. Fait que, c'est un peu à cause des premiers choix. Là, ils se repêchent tous des QB numéro 1. Il faut qu'ils jouent. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Fait que là, la pression, c'est sur les coordonnateurs offensifs. Fit ton système avec lui parce que c'est ton partant. Fait que là, c'est une autre approche. Ouais, c'est sûr. C'est qu'avoir un gars de 3e ronde OK, essaie de devenir un partant pour nous ou de backup. Oui, ça a changé. La pression, ça, je l'ai entendu là, des coachs américains. Là. La pression est sur les OC puis les QB coachs de faire fitter leur système avec ces gars-là maintenant. Fait que là, tu as des gars super athlétiques qui sont moins capables de lire, mais là aussi, il faut que tu t'arranges avec ça. Tu t'as parlé de Murray tantôt, ils ont fait des miracles avec lui, là, même son année recrue. Là. Il est devenu maintenant bien meilleur à lire et à pas juste courir. Tua, à Miami, c'est plate pour sa tête, là, les blessures, mais il est devenu un bien meilleur joueur, mais ils ont adapté le système pour lui aussi. Là. Fait que ça propulse les carrières des gars, vu que veut pas, ils s'ajustent à eux. Absolument. Les Lamar Jackson, mettons, les MVP, ça finit plus. Puis c'est le fun à regarder, c'est ça, exact. Ce qu'ils font avec, mais est-ce que ça fit ailleurs? Mais ils l'ont pas, ce gars-là. Exact. Oui, il y a des équipes qui ont les mêmes tight ends, les mêmes fullbacks,
mais ça ne marchera pas parce qu'ils n'ont pas ce gars-là qui peut tout faire, puis peut changer de direction, il peut lancer. Il est incroyable. Puis même si nous, on regarde ça sur du film, des fois, on essaie de faire un jeu qui ressemble à ça, on l'a pas, ce gars-là. Tu vas perdre ton temps. Fait que oui, c'est le fun à regarder, mais ça ne s'adapte pas nécessairement à ton style à toi. C'est qui le meilleur joueur que tu as eu la chance de coacher ou que tu as vu développer, que tu as croisé? Hein? Il y en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié John Bowman, là, qui était une légende D-line à Montréal. J'ai une paire de gants de ce gars-là. Ah oui? Ouais, j'étais allé à un match des Alouettes avec Félix. J'étais allé avec Félix. Puis on était sur le bord du banc des Alouettes. Il a passé, il m'a donné sa paire de gants. J'étais un gros fan de ce gars-là. Il coach maintenant. Il a coaché Betts 3 ans à BC. Il a fait une grosse job avec Betts. Il était incroyable comme joueur. La façon qu'il pratiquait, la façon qu'il jouait, même en fin de carrière, quand il est devenu plus vieux, là, c'était un exemple. Il jouait pas pour les records, il jouait pas pour les stats. Il voulait gagner. Il voulait juste gagner. Il était content pour tout le monde quand on gagnait. Mais il était tellement bon. Nos tackles pratiquaient contre lui tout le temps, toute l'année. Les tackles étaient épuisés là, de se faire ouvrir. Puis les moves qu'il faisait. Puis tu faisais tout le temps. Il faisait des trucs des matchs. Je disais, c'est incroyable. Tu peux pas enseigner ça. C'est l'instinct à un moment donné qui prend le dessus. Même fatigué. Il était vraiment efficace en fin de match. Il prenait pas de jeu de congé, là, jamais. Donc, lui, il m'a impressionné. Niveau défensif, c'est sûr. Là. J'ai bien aimé, Trevor Harris, on a eu la chance de travailler 3 ans ensemble. Donc, 2 ans à Montréal, puis ensuite, il est venu en Sask avec moi. Trevor, je l'adore. En frais de préparation physique, mais mentale aussi. On est vraiment connectés, lui et moi. Là. On se texte souvent pour des trucs, puis se demander conseil sur certains trucs, même s'il est dans une autre équipe. Là. C'est nice. Après un match, il va me demander, t'as-tu vu ce jeu-là, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, je vais lui dire ce que je pense de la télé-version, des trucs comme ça. Mais Trevor était vraiment impressionnant. C'est sûr, j'ai joué avec Calvillo, là, qui est un Hall of Famer, c'est sûr. Là. Pringle. Pringle, pour moi, était le plus tough joueur que j'ai jamais vu de ma vie. Là. Je l'ai vu faire de la musculation à mi-temps de certains matchs parce qu'il y avait des claquages. Puis il voulait continuer à jouer. J'avais jamais vu ça de ma vie. Là. Il faisait du squat à mi-temps pour être sûr que le sang circule. Puis, aïe! Pringle, c'était une machine. Là. C'était une autre époque. Là. Ouais. Il portait le ballon 35 fois par match. Puis il prenait pas de jeu off. J'étais son backup, puis j'avais jamais de portée d'un match. Là. Il jouait jusqu'à la fin. Aïe. Quand j'embarquais, c'est parce que c'était knee down, puis il voulait pas débarquer. Fait que ça, c'était une machine. Aïe, c'est impressionnant. Je savais pas que tu allais jouer avec Calvillo. Oui. Nice. J'ai joué 4 ans avec Calvillo. Ah, nice. Mes 4 ans, il était là. Calvillo, quand il a gagné la Coupe Grey? J'étais plus là. OK, ouais, c'est ça. Ouais. T'étais parti. J'ai une couple de questions en finissant qui sont un peu funky. C'est quoi le plus long nom de jeu que tu te rappelles? Ben, il y en a tellement, là. Quand on commence à être en base, tu sais, tout ce qui est trips right king, switch, tu sais, on commence à trips right tough. Quand tu commences à trips tough avec le fullback, X on, X off, si tu veux jouer avec ça, là. Si tu mets un trips right F-wing, X on, Calgary, on disait à tout le monde quoi faire. Là, ça, c'est juste la formation. Là, mettons, tu vas être en 360, tu vas être en quick du côté large, ton back va être à droite. Puis là, tu as les sélections de passes. Tant que tu veux, là, nomme-les. Et on va toujours appeler le play side. Ça peut être dolphin switch, puis tu vas avoir arrow backside. C'est des trucs comme ça. Fait que, à un moment donné, quand tu mets tous ces mots-là, là, ça devient compliqué un peu. Tu avais juste 20 secondes là, pour mettre la balle en jeu. Là. Fait que ça fait des longs caucus des fois. On avait des alertes des fois. Fait qu'on avait un jeu comme ça, puis on mettait Alert Monster Left, qui était un jeu au sol. Fait que là, en plus, si tu alert, là, ça prend encore quelques secondes, puis là, il faut changer la cadence, puis ça finissait plus. Là. Aïe. Fait que des fois, on était serré à Calgary. Fait que dans le fond, à cause que c'était des calls plus longs. Mm-hmm. Fait que dans le fond, comment... Mettons, pour le breakdown, là, c'est comme vous commencez formation. Oui. Après ça, c'est... C'est une passe de protection. La ligne, le back, les digits vont leur dire quoi faire.
Après ça, tu as tout le temps du côté du digit, le premier tracé, puis backside après. Aïe, aïe. C'est hot pareil. Puis tu peux changer les receveurs. Fait que si tu veux, mettons que tu es en ace right en 32, mais tu veux changer des lettres, tu peux y axer, les gars. Fait que ton Y puis ton X vont changer. Tu peux wax, tu peux changer ton W puis ton X. Tu peux Zax, là, tes deux wideouts vont changer. Fait que là, ça, c'est une page de termes, là. Ah, c'est ça, on l'a à Winnipeg, là, c'est sûr, on est là-dedans, là. Mais tu peux taguer, tu peux mettre qui tu veux à quel endroit. Puis en autant qu'il connaît le concept, il va être good. Est-ce que c'est long mais tu sais, maintenant, les gars, quand ils arrivent là, pour apprendre le playbook, est-ce que c'est long? Comment que vous l'introduisez aux gars? C'est l'installation. Tu okay. peux pas prendre la Bible et essayer de lire ça. Même moi, je lis pas toutes les petites lignes. Là, je veux dire, ça va me donner quoi? Là? On l'a passé au peigne fin une fois. Là, that's it. Le reste, c'est installation. Donc, c'est Day 1 install, Day 2, Day 3, Day 4 review. Puis là, on fait le camp comme ça pendant 3 semaines. Nous, on a la base, on a la fondation, puis après ça, on se lance là-dedans. Ah, nice. Fait que je m'attendais pas à... Je me suis dit, professionnel, moi, je me suis dit, les gars, ils arrivent, puis... C'est juste on le shoot ça de même. Non. C'est la même chose. Installation. Puis, différence pro, on a le one word call aussi. Là. Chaque jeu a un tag entre parenthèses qui est one word. Ça, c'est ce qui demande le plus de réflexion. Là, parce qu'on peut aller en one word. Si on va en hurry up, si on va plus vite, on fait juste dire la formation. Puis, c'est un mot. On va peut-être dire la protection là, si on veut la changer, mais il se dit pas grand-chose dans le headset au QB. Il faut que les gars ils savent. On peut signaler aussi du banc ce qu'on veut faire. On le dit dans le headset. Mais le one word, là, ça, c'est heavy comme apprentissage. Là. Puis comme learning, puis comme ça joue sur la mémoire. Là. Ah ouais? Ouais, ça, c'est ce qu'il y a le plus. C'est là qu'on a, je te dirais, le plus de mistakes, d'erreurs dans un match quand on va au one word puis on veut aller plus vite si un gars est blessé. Puis là, les gars commencent à changer de position. Là. C'est là qu'on a des petites erreurs puis c'est tough. Fait qu'au niveau professionnel, c'est au niveau de la mémoire parfois que c'est là qu'ils vont être vos... Les lacunes. Ouais, c'est ça, les lacunes. Les erreurs physiques, on n'en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu protèges la balle puis on va être good. Puis, mais c'est ça. Mental, il y a des erreurs, c'est ça. C'est certain. Les fake cadences, tu sais, on a 50 mots, il va y avoir des fake cadences. C'est sûr que t'as juste un gars qui oublie ça, puis il va être offside. Là. Tu bouges, tu recules de 5, puis là, tu dis pourquoi on a fait ça. Tu sais. Ça arrive dans toutes les bonnes équipes. C'est quoi que les joueurs, ils négligent avant d'aller jouer pro? Tu sais, les gars qui se préparent. Moi, je connais des gars que leur vision, c'est d'aller jouer pro. C'est quoi que tu penses que ces gars-là, des fois, ils ont tendance à négliger? Les drills de special teams. Puis ça, je l'ai fait il y a quelques années. J'étais venu au printemps ici, je faisais des drills de special teams avec les linebackers de Sherbrooke. Tous ceux qui allaient. Gosselin était 1-2, tu sais, là. Ah ouais, OK. Gosselin qui joue pro encore à Ottawa. Ouais. Donc, j'étais venu faire des drills avec eux une couple de fois sur le terrain pour vraiment leur montrer qu'est-ce qu'on veut au camp, puis pour qu'ils soient mieux préparés, pour qu'ils puissent le faire entre eux. J'ai fait, je sais pas, 5, 6, 7, 8 drills. Une couple de fois pendant la semaine. C'était le fun pour moi là, de venir dehors aussi sur le terrain, venir me replonger ici pour... c'était le compte à ce moment-là. Donc, oui, c'est ça. C'est courir en espace, bloquer. Tu ne seras pas partant la première journée. Ça n'arrivera pas. Même si on peut en rêver, là, il va y avoir un camp d'entraînement où tu vas jouer un peu en attaque, en défense, mais tu vas jouer sur 2 special teams. Puis c'est là que tu es scruté. Est-ce que tu peux être habillé? Peux-tu être sur le roster rapidement si tu es capable de jouer special teams? Peux-tu avoir un impact là? Puis les gars, c'est ça qu'ils négligent le plus. Ils sont dans le weight room, ils courent linéaire, en ligne droite. En ligne droite, c'est facile. Tu n'as pas personne qui te pousse. Il faut que tu fasses des drills qui sont le plus possible réalistes, reliés aux unités spéciales. C'est là que ça se passe. Exact. Nos Canadiens, nos linebackers, nos DB backup, les receveurs backup. Si tu es un receveur et tu peux jouer special teams, tu peux jouer pendant 10 ans. C'est sûr. C'est sûr. O-line, c'est un autre game. D-line, c'est un autre game. C'est plus difficile pour eux, c'est certain. Mais ouais, c'est ça. Mon premier conseil, ce serait une unité spéciale. Fait que pour les gens où est-ce qu'ils ont... en fait, à part les linemen, en fait, c'est que pratiquez-vous dans l'espace. Exact. À jouer
peu importe le changement de C'est direction. là que tu vas te faire évaluer. Si tu es repêché déjà, tu t'es invité à un camp, on le sait que tu es capable d'être un porteur de ballon. Ça, je l'ai dit déjà. Mhm. Maintenant, c'est le gars de Special Teams qui va sauter sur la table pour t'avoir sur le roster. C'est plus moi. Moi, je l'ai mentionné déjà. Puis je vais le dire, hey, il peut être mon backup, je suis good. Mais est-ce qu'il peut donner quelque chose à l'équipe ailleurs? Fait que ça, c'est important. Fait que dans le fond, c'est aussi de rester, avoir une ouverture d'esprit, Ben oui. en fait. T'sais, pas juste être à l'idée de que moi, si je starte pas, ça marchera pas. T'sais, Absolument. l'important, c'est d'être habillé, puis après ça, de te faire un poste. Absolument. Si c'est spécial. Pour, J'ai un de mes porteurs. Cette année, j'ai fait des appels. Puis, il a dit à son entraîneur universitaire qu'il ne voulait pas jouer sur unité spéciale. Si on lui demandait ça, il allait prendre sa retraite. Mais je le sais. Je l'ai entendu. Fait que ce kid-là, il ne sera pas repêché par Winnipeg. Tu vois, c'est de l'information qui est pertinente, qui est importante. Tu sais, c'est pas un gars du Québec. Il n'y a pas un Québécois qui dirait jamais ça. Non, c'est ça. C'est un gars d'une autre province. Mais eux, ils ne savent pas qu'on a des contacts partout. Alors moi, j'ai un coach qui me l'a dit, ça. Fait que c'est sûr qu'on ne perdra pas un choix de repêchage là-dessus. Ben c'est vrai. Rendu là, c'est votre rôle, c'est votre business de gérer ça. Ouais, c'est ça. On a 7-8 picks, on va avoir 7-8 gars solides au camp. Exact, c'est ça. Puis est-ce que, en parlant, avant de sauter justement sur peut-être un conseil que tu as donné à la prochaine génération, les gars que vous draftez, tu as dit que tu avais 7 à 8 picks. Est-ce que ces 7 à 8 picks-là que vous avez chaque année vont finir par être habillés? Ils ont eu pas mal le même parcours? Parce que je veux pas, ils se font drafter. Ça veut dire que vous vouliez les avoir. Je fais un document qui est concentré sur les porteurs fullback des, mettons, 5-6 dernières années, pour voir le roulement. Des fois, on se trompe. Des fois, il y a des blessures. Il y en a qu'on renvoie à l'université. Ceux qui ont leur 5e année d'admissibilité, ils peuvent retourner. Ça, souvent, tu en as au moins un ou deux dans chaque équipe. Okay. Chaque année qui arrive, tu le sais, ils sont pas assez matures physiquement, sont bons, mais ils vont prendre une année pour aller retourner. Comme le O-line l'année passée du Varéor, son nom m'échappe. C'est super Vandal. plat. C'est Vandal, exactement. Vandal est revenu, puis il a joué toute l'année au Varéor, puis il est retourné au 2e camp à Toronto. Il était prêt. Il était plus prêt. Il l'a dit lui-même que ça a aidé. Fait que ça, on va le faire. On va renvoyer des gars universitaires pour dire hey, l'an prochain, tu vas être prêt. Il y en a qui vont commencer sur l'équipe de pratique. Tu sais, qu'on va développer un mois, tu pratiques avec des pros, puis après un mois, hey, tu t'infiltres sur le roster. Fait que souvent, ces gars-là, ils restent autour de l'équipe la plupart du temps. C'est rare que tu aies un pure cut, dirais non, on a vraiment manqué notre coup. Là. Non. Les gars se blessent. Des fois, ils partent par eux-mêmes. Ça arrive aussi. C'est intéressant que tu me dises ça. Ça me fait encore plus comprendre le business side du sport, dans le fond, que... Juste coacher, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Que juste coacher, tu sais, c'est hyper intéressant que tu dises ça. Que, vous dites à vos joueurs, nous, on veut que l'équipe soit meilleure, on veut que tu sois meilleur. Fait que, regarde, je pense que ta place, c'est de retourner universitaire, puis tu vas être prêt l'an prochain. Alors, on a des belles histoires. Joshua Lanqui, c'est une de mes plus belles histoires à Montréal. Josh est venu, tailback canadien de Calgary, des Dinos. Il est venu au camp, et il avait 21 ans, je pense. Il a fait l'équipe, tout ça. J'ai donné des portées. Là. Il y a eu des portées de qualité, tout ça. Je l'ai renvoyé à Calgary. Ils ont gagné la Vanier Cup. No way. Il est revenu, puis il a joué 4 ans à Montréal. Il a gagné la Coupe Grey l'année passée. Là, il vient de signer avec Calgary. Parce que je voulais l'amener l'année passée, mais il avait déjà signé à Montréal. Et là, il retourne chez eux parce qu'il vient de Calgary. Fait que ça, c'est une belle histoire de gars qu'on a renvoyé, puis un an après, il était prêt physiquement. Fait que ça se fait, ça se fait super bien, puis c'est une bonne idée de le faire aussi. Et Vandal, évidemment, même chose, a gagné la Grey Cup l'année passée. En finissant, André, tu m'as dit que tu avais envie de parler un peu sur peut-être donner des conseils pour la prochaine génération. Moi, comment je l'avais formulé pour toi, c'est que si tu avais un conseil à donner au André à 20 ans, si tu retournais dans le temps, là, qu'est-ce que tu lui dirais avec ton expérience que tu as aujourd'hui? Ben, de ne pas avoir peur de se tromper, faire des erreurs, essayer des trucs. Faut pas avoir peur de l'échec.
Souvent, je trouve que la réaction à l'échec est rough. Le monde s'en met beaucoup sur les épaules. Ça va arriver. Ça nous rend meilleurs. On va en avoir des échecs. On va se tromper des fois de chemin. Moi, mon père est rentré à l'Alcan à 16 ans. Il est sorti à 56 ans. Ça n'arrivera plus, nous autres. Il ne faut pas s'attendre à avoir la job du siècle qui va nous tomber dessus. Je pense qu'il faut être ouvert puis patient. Et faites-vous confiance. On va en avoir des petits échecs. Je le sais, des fois, à la maison, il échoue un examen puis c'est la fin du monde. Hey, moi, je suis super positif. C'est pas grave. Il en reste d'autres. Puis, n'ayez pas peur de vous reprendre puis de devenir meilleur face aux échecs parfois. Puis, je sais que vous êtes une génération qui a accès aux médias, aux nouvelles et tout ça. Honnêtement, moi, quand je m'entraînais dans le temps à Victo puis Concordia, on ne suivait pas les nouvelles au quotidien. Là. Donc, on n'était pas affecté négativement tout le temps. Que les bourses s'effondrent hier, tout ça. Ben, déjà aujourd'hui, ils ont remonté de 30%. Tout est remonté. Il ne faut pas toujours au quotidien suivre tout ce qui se passe et être affecté par ça, je pense. Au final, là, c'est vous qui allez faire de la société ce que vous voulez en faire. Puis je pense que vous avez des options puis vous avez des qualités pour le faire. Fait que moi, ce serait ça. Là, pas avoir peur de foncer puis pas avoir peur de l'échec. C'est bon ce que tu me dis. Parce que sais-tu quoi? Je me vois un peu dans ce que tu dis. Ça fait 1 an que j'ai parti ma startup. Là, j'ai parti un podcast, un peu sur un coup de tête, puis j'ai pas commencé à faire 28 000 recherches pour comment faire. J'ai juste commencé. That's it. Puis, genre, figure out as you go, comme j'aime ça dire. Absolument. Mais, merci André d'avoir accepté. J'apprécie énormément que tu sois venu sur mon podcast, sérieusement. Je vais te souhaiter bonne chance à Winnipeg. Écoute, honnêtement, je te souhaite la Coupe Grey. Puis justement, je veux... C'est pas juste une déco, je voulais te donner. No way! Oui, j'ai amené pour te donner. Je vais te laisser. Merci, sérieusement. Ça fait plaisir. Tu peux-tu... oui, je te ferai ça après. Merci.